Sénégal toujours pris en étau par le virus Ebola. Pour l'instant, le Togo en est épargné. Le gouvernement est au devant de la prévention. Le Premier ministre a rencontré les acteurs locaux et les partenaires internationaux. Aujourd'hui, 12 août, journée internationale de la jeunesse. L'accent est mis cette année sur les problèmes de santé mentale au niveau des jeunes. 400 lauréats du BEPC ont assisté au lancement de cette journée à Palimé. 14 organisations de la société civile togolaise viennent d'être subventionnées par les États-Unis. Au total, 49 millions de francs CFA octroyés par le programme Démocratie et Droits de l'Homme et le Self-Help. Bonsoir, bienvenue pour cette édition. Le virus Ebola toujours à la une de l'actualité. Ce matin, le Premier ministre Artem Ahumezounou, vu les affres de la maladie aux portes du Togo, a dû réunir les partenaires internationaux pour susciter leur accompagnement dans les efforts que déploie ce pays pour prévenir et éviter toute contamination sur le sol togolais. Nathalie Banigué. La maladie à virus Ebola, une fois encore à la table des discussions à la primature. Le Premier ministre Léagodia Ahumezounou a voulu, à travers cette rencontre, faire le point de l'évolution de l'épidémie dans la sous-région avec les partenaires qui accompagnent le Togo dans cette lutte. Occasion pour le chef du gouvernement d'exposer le dispositif mis en place au Togo pour parer à toute éventualité. Nous avons en effet invité, d'abord pour faire le point avec vous, de la situation de l'évolution de notre région de la maladie à virus Ebola. Ensuite, vous exposez un peu le dispositif mis en place dans notre pays pour parer à toute éventualité, c'est-à-dire le dispositif mis en termes de riposte, en termes de prévention et en termes de prise en charge d'éventuels cas. Et ensuite, voir avec vous en tant que partenaire l'accompagnement, quelque manière que ce soit, que vous pouvez nous faire en termes même de soutien, d'observation et de propositions pour que nous puissions être à l'abri de cette redoutable maladie. Voilà pourquoi nous avons souhaité ce matin échanger avec vous. Depuis le mois d'avril, nous avons mis en place nos dispositifs qui a été remis au niveau plus élevé à partir de juillet, à la suite du passage par notre pays par un malade libéré qui allait mourir au Nigeria. Donc il est utile que nous puissions en parler avec vous et que nous voyions concrètement l'évolution de la situation et ce qu'il faut faire pour être certain que le dispositif est bien mis en place et qu'il répond aux attentes de la réponse contre cette maladie. La représentante de l'OMS au Togo, au nom des autres partenaires, a réaffirmé l'engagement et la disponibilité de tous. Il nous a été présenté le plan national de préparation et de réponse et on a essayé également d'examiner les gaps en termes de préparation matérielle et aussi voir comment les partenaires peuvent se mobiliser pour soutenir le Togo à répondre à une éventuelle épidémie. Mais pour l'instant, tous les partenaires sont engagés. Je pense que les discussions vont se poursuivre pour voir plus concrètement l'appui qui pourrait être amené. L'épidémie à virus Ebola n'est pas loin. Elle existe bel et bien dans la sous-région et donc la sensibilisation doit se poursuivre auprès de toutes les couches sociales. Après les bailleurs de fonds, le Premier ministre a poursuivi ses échanges avec les acteurs locaux. Chacun à son niveau a réitéré son engagement à ne pas baisser la garde, mais plutôt à redoubler de vigilance et surtout partager la bonne information avec les populations. Esther Laclé. Informer plus, communiquer plus semble être l'un des moyens sûrs pour éviter ou limiter les risques de contamination du virus Ebola. La fièvre hémorragique qui sévit en Afrique de l'Ouest a franchi la barre des 1000 morts avec 1013 décès et 1848 cas dénombrés d'après le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Jusque-là épargné, le Togo prend des mesures drastiques pour empêcher cette maladie de franchir ses frontières. Les rencontres se multiplient. Face au Premier ministre Artem Ahumezounou, les acteurs et le comité de riposte contre cette maladie. Il est question avant toute chose de faire le point sur les mesures préventives et d'améliorer le système de riposte et de prise en charge mis sur pied. La région des plateaux est assez vaste et nous avons beaucoup de frontières, que ce soit du côté ouest que du côté est. Donc, notre problème, c'est la mise en place des sites d'isolement. Nous pensons qu'en dehors du CHR d'Atakpamé, de la zone de la ville de Takpamé, il faut mettre peut-être un site aussi au niveau de Palimé. Vous savez qu'il y a des frontières avec Akpadapé. Et du côté de Agné aussi, il y a aussi une frontière là-bas et il va falloir aussi voir si c'est possible de mettre
eu un site d'isolement au niveau de la ville d'Aillé. La rencontre d'aujourd'hui nous a permis de connaître la situation au niveau du pays, parce que chaque DR a parlé de sa situation. Et ça nous a aussi confirmé, rassuré qu'il n'y a pas un seul cas de fièvre Ebola au Togo. Donc les rumeurs que nous avons entendues jusqu'alors, qui parlent de fièvre Ebola à Sokodé, à Kara, à Lomé, sont des rumeurs fausses. Et nous demandons à la population de garder son calme. Et pour une meilleure prévention, les sensibilisations seront également renforcées au niveau des frontières terrestres, maritimes et dans les aéroports. Cette formation qui va être suivie de sensibilisation permettra au niveau opérationnel, au niveau périphérique, de pouvoir donner l'information juste sur la situation de la maladie à virus Ebola au Togo. Alors, au niveau des points d'entrée sur le territoire national, qu'il s'agisse des points d'entrée aériens, l'aéroport de Lomé, ou maritime, le port de Lomé, ou surtout des points d'entrée terrestres qui sont également le point critique par rapport à la sensibilisation, il est mis en place des dispositifs qui permettront de gérer les flux migratoires. C'est-à-dire que lorsqu'un voyageur qui provient des régions identifiées comme des régions ayant des cas de maladie à virus Ebola, des fiches d'identification et de renseignement seront mises à leur disposition qu'ils devront remplir, qui permettront de faire le suivi de ces voyageurs à l'intérieur du territoire national. Il est également élaboré des affiches qui vont être à tous ces niveaux des points d'entrée et qui permettront, ces affiches, d'informer les voyageurs et la population d'une façon générale. Il est également prévu, surtout pour les points d'entrée terrestres, il est également prévu des spots audio qui permettront de passer l'information pour même ceux qui ne pourront pas lire les affiches, de passer l'information en langue et ainsi toute la population pourra être informée, mais avoir l'information juste sur la maladie à virus Ebola. Le gouvernement togolais veut sécuriser les populations en les invitant à observer des pratiques visant à empêcher la contamination du virus. La fièvre Ebola est une maladie virale hautement contagieuse et très mortelle. Le ministère de la Santé appelle donc les populations à renforcer la vigilance. Nous avons vécu ces derniers jours une situation totalement irrationnelle, mais qui prouve qu'il y a des efforts à faire dans le domaine de l'information, de la communication et de la prise en charge au niveau des différentes régions et préfectures. Donc voilà l'objet de cette réunion qui, comme je l'ai dit, doit déboucher après. Le secrétaire général vous l'expliquera sur une formation des responsables que vous êtes, afin que vous-même vous deveniez des formateurs au niveau des différentes régions, des communautés à la base et de tout ce qui concourt à la bonne gestion du système de santé. Apparu pour la première fois en octobre 1976 et réapparu dernièrement en Guinée, la première victime de ce virus est un enfant de 2 ans mort le 6 décembre 2013. La transmission se fait par un contact direct avec le sang, les sécrétions, les organes ou autres liquides biologiques d'un sujet infecté ou par manipulation d'animaux sauvages et de chauves-souris. Avec la contamination à grande échelle qui survient dans les pays voisins, la prévention de la maladie devient une affaire de tous. À l'Agence nationale de l'aviation civile, le personnel élargi aux agents des compagnies aériennes est aguerri à la détection de tout cas suspect. Antoinette Romarou-Vovor. Le Togo intensifie les mesures de prévention pour barrer la voie à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui frappe l'Afrique de l'Ouest et qui constitue aujourd'hui une urgence de santé publique de portée mondiale. À l'aéroport international Gnassingbé-Yadéman, un système d'alerte précoce est mis en place pour signaler les cas suspects. Le Togo a installé au niveau de l'aéroport un centre d'isolement. Il y a un centre de prise en charge qui est en train d'être installé au niveau du CHU Campus. Donc nous suivons de près tous ces préparatifs. Le règlement sanitaire international 2005 ne préconise pas l'arrêt des voyages des personnes et des marchandises en cas de crise. Même devant l'ampleur de cette crise, le comité d'urgence n'a pas préconisé l'arrêt. On ne peut pas mettre un pays en quarantaine.
parce que si le pays lui-même se ferme à l'extérieur, je pense que au niveau socio-économique, cela posera quelques problèmes. Dans tous les cas, au niveau mondial, la situation est suivie et si jamais cela s'impose, les mesures seront prises. Pour déclencher ce système, il faut observer un processus. Si ça en l'air, l'hôtesse signale au commandant de bord qui appelle la tour de contrôle, qui appelle le bureau de piste, le bureau de piste qui appelle la cellule opérationnelle de crise qui a 6 entités. On se réunit au CDO, on fait des préparations pour éventuellement recueillir cette personne qui serait éventuellement peut-être infectée par le virus. On l'amène au centre d'isolement et les docteurs commencent leurs investigations par la prise de température. Et celui qui vient pour recueillir la personne est bien équipé pour ne pas être infecté. Il y a des scaphandres qu'on a commandés. Nous avons des cotamètres Frontov qu'on a commandés. Nous pensons aux caméras thermiques qui sont des scanners, qui sont comme des scanners, qui seront installés bientôt aussi. Les compagnies aériennes se mobilisent et des mesures de prévention sont envisagées. Sur les différents pays qui a été identifié, qu'on a trouvé le virus, ASCAI a arrêté des parties, des services à différents pays-là, automatiquement. ASCAI est en train de prendre toutes les dispositions et d'appliquer toutes les mesures, non seulement au niveau des opérations au sol. Avant que tous les passagers embarquent sur le vol ASCAI, il y a un screening qui se fait. Et même avec l'équipage dans l'avion, il y a aussi un suivi et une alerte. Donc c'est vraiment, on prend ça très très sérieusement et on est en train d'appliquer toutes les procédures et toutes les recommandations de l'OMS et aussi de l'État. Jusqu'aujourd'hui, près de 2000 cas de malades d'Ebola ont été enregistrés selon l'OMS et plus de 1000 décès dans les 4 pays, Guinée, Libéria, Sierra Leone et le Nigeria. Le numéro vert 111 reste toujours opérationnel pour signaler les éventuels cas. Alors la maladie est pour le moment hors contrôle. Le nombre de décès cumulés en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone, au Nigeria a déjà dépassé 1000 morts. Près de 2000 personnes sont toujours atteintes par le virus. Dépassé, l'OMS a dû autoriser le convoiement de remèdes non homologués des États-Unis vers le Libéria. Et en Sierra Leone, la psychose est à son paroxysme. Par exemple, se serrer la main est interdit. Voici comment, par exemple, sont pris en charge les malades dans un camp de Médecins sans frontières. À une journée de route de la capitale sierra-léonaise, en plein milieu de la forêt, le camp de Médecins sans frontières. Ils se sont installés ici dès les premiers cas d'Ebola. À ce stade, pour entrer dans le centre de traitement de Médecins sans frontières, il ne faut pas d'équipement spécial, mais il y a une procédure à suivre. Chacun doit se faire désinfecter les mains et les chaussures. Et à partir de ce point, interdiction de toucher quoi que ce soit et qui que ce soit sans précaution. Depuis 2 mois, le centre a accueilli près de 300 personnes. Et tous les jours, d'autres patients arrivent. Comme cet homme, il dit ne pas se sentir bien. Avant d'être admis, il doit répondre à un questionnaire, toujours à distance. Si son cas est confirmé, il sera placé dans ses tentes avec d'autres malades. Là, seul le personnel médical est autorisé et ils doivent suivre un protocole très strict pour éviter tout risque. Avec Ebola, la moindre erreur peut être fatale. Il y a toujours un danger de contamination, mais on essaye d'être très prudent et de réduire le risque au maximum. En l'absence de traitement contre Ebola, les médecins ne peuvent que soulager au mieux les patients des symptômes du virus. La fièvre, les douleurs, même s'ils le savent bien, 70% d'entre eux vont mourir. C'est un taux de mortalité très difficile à gérer pour nous. Mais on sait qu'en traitant ces patients ici, on peut stopper la propagation de l'épidémie. Géraldine Béguet est infirmière. Elle est ici à Kailaoun depuis 3 semaines. Souvent, en plus des soins, c'est un soutien psychologique qu'elle apporte aux patients. Il y a des morts tous les jours, on les transporte à travers les chambres et à travers les couloirs et la morgue elle est juste derrière, à côté des toilettes chez eux. Donc ils ont quand même cette vue sur la morgue tout le temps, sachant qu'ils vont probablement y finir aussi et ça c'est... On n'a pas trouvé une meilleure solution, on n'a pas le choix. On demande justement de les rassurer par rapport à ça. Oui, mais comment les rassurer quoi? Pas ceux qui vont mourir, on essaie de leur dire ce qu'on peut, mais bon, c'est Ebola quoi.
eux, semblent mieux résister à la maladie. Mais pour leur parler, il nous faut tout de même garder une distance de sécurité. C'est en soignant notre mère que ma sœur et moi, nous avons eu Ebola. Quand je suis tombé malade, je suis resté au lit plusieurs jours. Mais maintenant, ça va. Si leur état continue de s'améliorer, ceux-là pourront rentrer chez eux dans quelques jours. Des guérisons qui restent très rares. Parmi les mesures préventives figure l'interdiction de consommer certaines viandes, chauves-souris, singes, agoutis, ce qui n'exclut pas le renforcement des précautions sanitaires dans les élevages. Heureusement, cette situation coïncide avec le lancement d'une campagne nationale de vaccination de volailles et de petits ruminants. Nestor Mouzou nous relate l'étape de la causa. Pour les 4 ans que va durer le PASA, projet d'appui au secteur agricole, des campagnes de vaccination des animaux sont prévues. Vaccination contre la maladie de Newcastle pour la volaille et contre la peste pour les petits ruminants, couplée de déparasitage. La 3e campagne nationale est ainsi lancée à Achangbadé dans la Kosa, après la première en 2012 à Dapaon et la 2e l'année dernière à Adétikopé. Pour cette 3e fois, les prévisions tablent sur 70% de couverture vaccinale. L'objectif que nous nous sommes assignés, c'est 500 000 têtes de petits ruminants et 5 millions de volailles seront couverts afin d'atteindre notre objectif qui est de 70% de taux de couverture vaccinale. Pour la première campagne, là, compte tenu de la mise en œuvre lente, tardive de la logistique, nous avons atteint un taux de couverture vaccinale de 23% pour la volaille et de 27% pour les petits ruminants. Alors que la 2e campagne, là, on était bien rodé. Nous avons eu un taux de couverture de 62% pour la volaille et de 92% pour les petits ruminants. 2 ans après le démarrage de la campagne de vaccination, les maladies à cycle court sont en phase d'être maîtrisées. Mais le Togo reste sous la menace constante du charbon bactéridien. En vue de lutter aussi contre cette maladie, des mesures ont été prises. Nous avons relevé l'existence du charbon bactéridien, surtout dans la partie nord du pays. Donc il y a des foyers qui ont été identifiés pour lesquels le Togo a adressé une requête à l'UOMOA. Dieu merci. Et on a eu un écho favorable au niveau de l'UOMOA, donc qui a mobilisé 730 millions de francs CFA pour lancer une campagne de vaccination à l'endroit du cheptel. C'est un problème de santé publique. Il est question d'éradiquer rapidement ce fléau de manière à ce que la population humaine ne soit pas affectée. Au-delà de la campagne de vaccination, il sera question aussi de désinfecter les foyers qu'on appelle généralement les champs maudits. C'est les foyers qui hébergent malheureusement la spore bactéridienne. Donc c'est une campagne qui va durer 5 ans. Quant à la vaccination contre la maladie de Newcastle et la peste des petits ruminants, elle prend fin au plus tard en janvier prochain. Le ministre Agadazi lance un appel aux éleveurs dans tout le pays à se mobiliser et à mettre à disposition leur cheptel pour que les opérations de vaccination soient menées avec succès. Le 4 août dernier, lors d'un débat de haut niveau sur le trafic des espèces sauvages organisé à Washington au cours du sommet États-Unis-Afrique, le chef de l'État, Faure Gnassingbé Gnassingbé, a réaffirmé son engagement à redoubler d'ardeur dans la lutte contre le trafic des espèces sauvages protégées au Togo et dans la sous-région ouest-africaine. Quelles sont les mesures prises pour une lutte plus efficace par le gouvernement togolais? Dans Djouma Ali, Christine Pétéki-Aloudé. Une cargaison d'ivoire en transit par le Togo est saisie le 30 janvier dernier. Son poids est évalué à 2 tonnes, l'équivalent de 200 éléphants ainsi massacrés, alors que cet animal est bel et bien sur la liste des espèces protégées. Plusieurs autres animaux, comme le gorille, la tortue et le crocodile, sont en voie d'extinction et le sujet cristallise l'attention des gouvernants. Depuis 2007, le Togo a redoublé de vigilance en matière de lutte contre la criminalité de la faune sauvage. Des efforts ont été entrepris et on a procédé à l'adoption de mesures réglementaires et législatives. Depuis 2004 jusqu'à nos jours, justement, ces efforts ont permis d'enregistrer au moins 6 330,18 kilos quand même de saisie de pointe d'ivoire. En dehors de l'ivoire qui a été saisi, nous devons également citer
les écailles de pangolin qui ont été aussi saisies. Et puis, il y a aussi des grumes. Vous savez que les toutes dernières saisies auxquelles on a procédé, l'ivoire se trouvait, les points d'ivoire se trouvaient au milieu de grumes. Et c'est pour dire également que, à ce niveau-là également, c'est-à-dire les ressources forestières, il y a aussi une sécurisation à faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous efforçons justement de mener une lutte âpre contre les gens qui vont couper du bois, par exemple dans les forêts classées. Ces efforts nous ont valu aussi bénéficie d'un statut de protection légale pour des raisons de préservation du patrimoine biologique. Le président de la République, toujours lors du sommet USA-Afrique, a réitéré son engagement à punir ceux qui tentent d'utiliser le Togo à des fins de trafic. Le chef de l'État préconise aussi le renforcement du corps judiciaire afin de le doter des outils et de la capacité requise pour sanctionner sévèrement les trafiquants. À Mango, la troisième foire biologique ouverte 3 jours plus tôt vient de s'achever. Les paysans ont connu des fortunes diverses et ont noué de multiples partenariats sous le regard de Désiré Aloy. La troisième foire agricole de Mango est classée dans les annales de l'histoire togolaise. Elle a fermé ses portes sur une note d'espoir. 5 nominés sont choisis sur la base d'expérience, des efforts d'investissement et de perspectives dans l'agriculture bio au Togo. Les groupements Mitonia de Lomé, Label d'Or des Plateaux, SIDAP de la Cara, Jacques Nyantougli des Savanes et Arizina de la région centrale ont reçu leur prix. Ce prix, parce que les autorités de ce pays prennent en compte la préoccupation de la base. Je vais essayer de vulgariser, de former les gens pour qu'ensemble on puisse faire quelque chose pour le développement de ce pays. Globalement, les exposants ont affiché leur satisfaction après les échanges fructueux entre eux et saluent le soutien du gouvernement. Cette foire est tellement appréciable. Nous sommes contentes parce qu'on a changé beaucoup de choses avec des gens. Je remercie le gouvernement qui a organisé cette foire. Je suis très satisfait parce que j'ai acquis d'autres expériences. J'ai rencontré d'autres partenaires et précisément dans le domaine de café, bio, et à qui on a échangé des expériences. Les 110 exposants et autres acteurs du secteur agricole et les visiteurs se séparent après avoir découvert officiellement l'agriculture biologique, une filière en plein essor à promouvoir. Le Forum national de promotion de l'agriculture bio a sorti un plan d'action pour la promotion de cette filière intégratrice. Et ce plan est structuré autour d'un certain nombre de points. Premièrement, c'est structurer les acteurs qui interviennent dans la filière à travers d'abord leur identification, la caractérisation de leur filière et des zones d'intervention. Ensuite, il s'agira de structurer la demande à travers l'organisation des marchés à circuit court, la mise en place ou le renforcement des AMAP
le développement de toutes les initiatives de marketing, de promotion, de la commercialisation des produits bio. Mais tout cela ne peut se faire que après l'identification des marchés et du potentiel de ces marchés-là. La ville de Mango restera donc à jamais le point de lancement officiel de valorisation et de promotion de l'agriculture biologique au Togo, un secteur porteur de croissance économique, de protection de l'environnement et de la santé en général. Le ministre Rokora Gadazi et Bernard Besançon, coordinateur du collectif des associations pour le Togo, étaient les invités de Dorothée Tabiou à 13h. Ils ont fourni de plus amples détails sur la culture bio. Je vous invite une fois encore à les écouter. L'agriculture biologique, comment comprendre cette agriculture pour le commun des Togolais que nous sommes? Merci madame. Je voudrais tout simplement dire que l'agriculture bio, cette forme de production agricole qui s'interdit l'usage des pesticides et engrais chimiques de synthèse ainsi que les OGM. Donc pour dire, du moins se présenter l'agriculture bio d'une autre façon, c'est justement les producteurs qui s'intéressent à cette forme de production, mais qui prennent l'engagement, ou du moins qui font le libre choix de n'utiliser que les engrais verts, les matières organiques compostées et aussi qui pratiquent la rotation des cultures. Voilà en gros le résumé bref de ce qu'est l'agriculture bio. Alors, la foire est également prévue pour l'année prochaine. Alors, quelle est la situation de l'agriculture biologique au Togo? Justement, au regard comment dirais-je, de l'impact du réchauffement climatique sur le secteur agricole, il était nécessaire au niveau du Togo qu'on essaie aussi de promouvoir cette forme de production. Aujourd'hui, au niveau du Togo, nous avons un tableau clair qui définit les acteurs de cette filière, les différentes spéculations qui sont développées, ainsi que les marchés que nous avons au niveau national. Mais l'ambition que nous visons, c'est d'organiser au mieux cette filière. Il faut nécessairement réseauter tous les acteurs de cette production qui est porteuse de par les intérêts qu'elle revêt au niveau de la santé, au niveau même de la protection de l'environnement. Nous sommes également sur ce plateau avec M. Bernard Besançon. Il est le président de Cap Togo, le collectif des associations pour le Togo. Il œuvre pour la promotion de l'agriculture bio. Qu'est-ce qui vous a impressionné le plus? Ce qui m'impressionne le plus va se résumer assez rapidement. Votre pays vient de vivre une première mondiale. Un acte fondateur a été posé à Mango. C'est la première fois dans l'histoire de l'agriculture biologique qu'un gouvernement s'implique lui-même dans le développement de ce type d'agriculture. C'est réjouissant pour nous. C'est vrai que partout dans le monde, ce type d'agriculture est plébiscité. Mais jamais un gouvernement en tant que tel. Certains se sont parfois peut-être pas opposés, mais ont ignoré. Et l'agriculture biologique à travers le monde s'est surtout développée par la force des acteurs, les consommateurs et les producteurs. Je pense qu'on va gagner beaucoup de temps pour développer l'agriculture bio au Togo en procédant comme nous sommes en train de le faire. D'une part, nous serons toujours accompagnateurs du ministère dans le développement de ces projets et nous sommes plus particulièrement engagés dans un secteur qui est quand même essentiel, qui est celui de la formation. Il faut savoir que l'agriculture biologique ne se contente pas de ne pas utiliser de pesticides chimiques. Il faut trouver des alternatives. Ces alternatives sont d'ordre technique, technologique, des réalisations de préparation, des engrais verts, disait Monsieur le ministre, le compost. Mais plus particulièrement, nous sommes plus spécifiquement engagés sur un type d'agriculture biologique particulièrement performant, mais aussi très exigeant, qui est l'agriculture biodynamique. Et on en a discuté avec le ministre. Et nous sommes en train, on va incessamment démarrer la construction d'un centre de formation à l'agriculture biologique, auprès d'un de vos compatriotes qu'on a vu tout à l'heure à la télévision, M. Arezina, qui est à Sokolé, et qui maîtrise déjà pas mal
les pratiques, les techniques de l'agriculture biodynamique et nous ferons venir des spécialistes internationaux pour l'appuyer. Alors, monsieur le ministre, alors quelle est la suite, le suivi que vous donnez par rapport à Mango? Je voudrais d'abord préciser que le Togo a des prédispositions pour se lancer dans cette forme de production agricole. Pour la simple raison qu'au niveau du Togo, nous avons 3,4 millions d'hectares exploitables et sur les 3,4, il y a 45% des terres qui sont emblavées. Mais ce qui est intéressant, c'est que les terres qui sont emblavées n'utilisent, si on veut prendre le volume des terres qui utilisent de l'engrais, c'est à peine 16%. Donc à ce titre, le Togo, comme je le disais, a des prédispositions pour se lancer. Maintenant, il faut organiser justement cette filière. Et là, le professeur l'a précisé, il faut nécessairement qu'on aille vers la mise en place des modules de formation. La formation suppose qu'on doit avoir des expertises et Dieu merci. Juste après la foire, nous avons identifié sur le terrain des producteurs qui ont un potentiel en termes de développement des techniques liées à l'exploitation bio. Et maintenant, l'avenir, je le disais, il est prometteur parce que, je l'ai dit tantôt, 16% de superficie sont engraissées à base des engrais chimiques. Donc, il y a pas mal de paysans qui pratiquent l'agriculture bio sans le savoir. Tout à fait. Donc il faudrait d'abord les amener à prendre conscience qu'ils sont déjà dans la filière et les appuyer de manière à ce qu'ils se lancent véritablement avec le libre choix de soutenir une filière en pleine croissance au niveau national. Aujourd'hui, 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse. Au Togo, l'apothéose c'était à Palimé, 120 km au nord-ouest de Lomé. Jeunesse et santé mentale, c'est le thème retenu pour marquer cette édition. Et Soram Théotéo. Face à ces lauréats de l'examen du BPC en colonie de vacances à Palimé, 5 panélistes pour leur donner des connaissances qui leur permettront de grandir à l'abri des vices de la société et des facteurs qui conduisent à des troubles mentaux ou comportementaux. L'initiative du ministère du Développement à la base et de la jeunesse vient enrichir le séjour des 400 meilleurs élèves du BPC et fait partie des manifestations au programme de la célébration chaque 12 août de la Journée internationale de la jeunesse. Cette année, le thème retenu pour la célébration de cette journée est jeunesse et santé mentale. Nous estimons que ces jeunes, pour ce qui nous concerne, méritent d'avoir les connaissances nécessaires qui sont liées à la santé mentale et histoire de les prémunir. La communication est bien passée et restituée à la fin par les lauréats eux-mêmes. Surtout les apprenants. L'autre tonton nous a encore parlé de la grossesse précoce. Surtout ça concerne les filles. On a aussi donné les dimensions de la santé mentale. Et après on a parlé des drogues, on a donné les types de drogues, on a donné la définition de la drogue, on a donné aussi des conseils. Le professeur Philippe Nboukpo, psychiatre addictologue en séjour à Lomé, était du groupe des panélistes. Il faut que vous appreniez à vous aimer, à vivre dans un environnement sain, à pratiquer l'éducation sportive, à avoir une alimentation saine, afin de pouvoir réaliser votre plan de vie. Pour les jeunes, la formation reste un chemin d'or pour mieux préparer son avenir. L'examen du BT, brevet de technicien, a démarré au Togo, au centre de construction de logements. Les jeunes étaient acharnés ce matin à démontrer leur savoir-faire pour décrocher leur diplôme. Edem Sousoupo les a vus à l'œuvre. Des murs qui poussent de terre, œuvre des candidats aux examens pratiques de la session de juillet pour l'obtention du brevet de technicien en génie civil. Ils sont 104 candidats à avoir répondu présent à cette épreuve qui consiste en la réalisation d'un perron avec un mur de chiffres associé à un pilier. Parmi eux, 4 filles dont mademoiselle Akovi Abalo, 25 ans, est née d'une famille de 5 enfants. Ce métier, elle ne l'a pas choisi au hasard. J'ai choisi le métier parce que présentement le Togo est en chantier et je souhaite, comme je suis dans les sociétés PTP,
On ne peut pas dire qu'il ne faut pas bazar parce qu'on est à l'examen. On ne sait pas, c'est la fin qui justifie le mal. On a donné l'insi sur le terreau. On est en train de faire ça. Et je suis au niveau des marches. Et il me reste à couler le poteau, faire le pétrissage. L'obtention du brevet de technicien de génie civil leur permet de devenir des contrôleurs chefs chantier. Et ils s'évertuent pour cela ici, au centre de la construction et du logement. Le terme est d'actualité, c'est qu'on aura demandé. Mais nous attendons de bons cadres bien qualifiés. Et si vous replongez un peu dans le discours récent du chef de l'État du 26 avril dernier, il disait dans un constat que l'accès à un logement décent constitue l'une des bases fondamentales d'une vie sociale épanouie. Et donc, le gouvernement fait de la construction des logements sociaux l'un des axes prioritaires de son action. Alors, en partant de ce que dit le chef de l'État, de ces jeunes, nous attendons des cadres qualifiés, parce que c'est eux qui seront les bénéficiaires de l'emploi. L'épreuve dure 24 heures et ces candidats doivent montrer qu'ils maîtrisent parfaitement 3 corps de métier, notamment la maçonnerie, la menuiserie et le ferraillage. Des capacités qu'ils acquièrent après 3 années de formation. Les États-Unis viennent d'accorder des subventions à 14 organisations de la société civile togolaise. 49 millions de francs CFA, c'est le montant de cette enveloppe destinée à promouvoir les activités de développement au niveau local. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis. L'Afrique occidentale, toujours prise en étau par le virus Ebola. Pour l'instant, le Togo en est épargné. Le gouvernement est au devant de la prévention. Le Premier ministre a rencontré les acteurs locaux et les partenaires internationaux. Aujourd'hui, 12 août, journée internationale de la jeunesse. L'accent est mis cette année sur les problèmes de santé mentale au niveau des jeunes. 400 lauréats du BEPC ont assisté au lancement de cette journée à Palimé. 14 organisations de la société civile togolaise viennent d'être subventionnées par les États-Unis. Au total, 49 millions de francs CFA octroyés par le programme Démocratie et Droits de l'Homme et le Self-Help.